Les Beaux-Arts constituent un univers mystérieux, peuplé de personnages étranges et de bébés encore plus étranges. Mais vous êtes-vous déjà demandé quelle est leur véritable signification? Ces œuvres ont-elles seulement un sens? Même ceux qui ont passé leur vie à essayer de les comprendre passent souvent à côté des codes secrets et des significations cachées par l'artiste. Alors préparez vos pinceaux, des poignées de main cachées aux énigmes carrément ringardes, et examinons les secrets les plus mystérieux que recèlent les œuvres d'art célèbres. La surprise de la chapelle Sixtine. La religion nous a offert des œuvres d'art vraiment inspirantes. Cependant, rien ne vaut la chapelle Sixtine. Entre 1508 et 1512, le pape Jules II a chargé le célèbre artiste italien Michel-Ange de peindre le plafond de la chapelle. Mais Michel-Ange et Jules II n'étaient pas tout à fait d'accord. C'est peut-être même pour cette raison que le peintre a dissimulé des symboles suspects dans l'œuvre achevée. Il s'agit de la célèbre création d'Adam, et certains observateurs attentifs ont remarqué que le manteau rose sur lequel Dieu flotte ressemble un peu à un cerveau humain. C'est sûrement une coïncidence, n'est-ce pas? Eh bien, peut-être pas. Dans une autre peinture du plafond de la chapelle, la séparation de la lumière et des ténèbres, le centre de la poitrine de Dieu jusqu'à son menton ressemble à une moelle épinière et à un tronc cérébral. En fait, on y trouve de tout, des reins aux parties féminines. Vous voyez, en plus d'être un artiste talentueux, Michel-Ange était également un maître en anatomie. À l'âge de 17 ans, l'artiste en herbe travaillait dans le cimetière d'une église où il disséquait des cadavres. Jeune homme, il avait un emploi dans un cimetière d'église, ce qui signifie qu'il en savait plus que la plupart des gens sur l'aspect de nos organes internes. Imaginez un cours de dissection au lycée. Ah, dégueu. Je préférais nettoyer les toilettes de Taco Bell. C'était peut-être un travail peu attrayant, mais Michel-Ange a acquis une connaissance irréprochable de l'anatomie du corps humain. Ok, mais quel est le rapport avec la moelle épinière et le tronc cérébral caché dans la séparation de la lumière et des ténèbres? Eh bien, ça reste sujet à interprétation, mais Michel-Ange a peut-être montré sa préférence pour la science plutôt que pour la religion et l'a caché juste sous ou au-dessus le nez du pape. Astucieux, non? Et c'est pas tout. En 1536, Michel-Ange a également été chargé de peindre le mur de l'autel de la chapelle. Cependant, alors que l'artiste se mettait au travail, l'un des cardinaux, Biagio Martinelli, a critiqué les représentations du corps nu que Michel-Ange peignait sur le bâtiment sacré. Il a même déclaré qu'elle convenait mieux à des bains publics qu'à la chapelle papale. Ah, quelle critique! Michel-Ange s'est donc mis à peindre Biagio sur le mur de l'autel, sous les traits de Minos, le juge des enfers. Il a dessiné de grandes oreilles d'âne au cardinal et a recouvert sa nudité avec un serpent mordant son petit Biagio. Lorsque Biagio est allé se plaindre au pape Paul III, Jules étant mort en 1513, sa sainteté a répondu, en plaisantant, que sa juridiction ne s'étendait pas jusqu'en enfer et qu'il ne pouvait rien faire. Ah, la double revanche. Alors, souvenez-vous-en, n'insultez jamais le travail d'un artiste en face. La dernière fois que je l'ai fait, ils m'ont représenté ainsi. Mona? Bah, je la connais à peine. Vous avez certainement entendu parler de la Joconde, n'est-ce pas? Je parie que certains d'entre vous l'ont même vue au Louvre à Paris et en France. Mais que diriez-vous si je vous disais que ce n'était pas à cela qu'elle ressemble? Voici à quoi elle ressemble. Ouais, c'est la Joconde peinte par Léonard de Vinci au début des années 1500. Cependant, celle-ci est également la Joconde, peinte par l'un des élèves de Léonard de Vinci à la même époque que l'original dans le même atelier. Vous voyez, la peinture de Léonard de Vinci comporte des couches de vernis ancien craquelées à la surface, ce qui donne à notre Mona un aspect beaucoup plus âgé qu'elle ne l'est en réalité. La version de l'élève a toutefois été restaurée en 2012, lui redonnant sa splendeur du XVIe siècle. Nous avons donc maintenant deux Mona, formidables. Mais pouvons-nous vraiment être sûrs que l'une d'elles est la véritable Mona? L'ingénieur Pascal Cotte semble penser le contraire. Il a effectué des tests à l'aide de sa méthode d'amplification des couches, qui consiste à éclairer la surface d'un tableau avec des lumières vives, tandis qu'une caméra mesure les reflets de ces lumières. Cela lui permet de reconstituer ce qui s'est passé entre les couches de peinture, en décollant numériquement chaque couche comme un oignon pour révéler ce qui se trouve en dessous. Intéressant, non? Eh bien, il s'avère que la vieille Mona cachait une autre Mona. Ouais, je sais plus laquelle est la vraie. Oui, c'est toujours celle-ci. Il est relativement courant que les artistes repeignent leurs toiles. Pensez-vous qu'elle soit parfaite dès le premier essai? Et s'il travaille sur commande, l'acheteur peut souhaiter quelques modifications ici et là. Malheureusement, il n'y a pas de Mona secrète. Mais Silvano Vincetti, un chercheur italien, affirme que les scans de Cotte ont révélé de nouveaux secrets auparavant invisibles à l'œil nu. Vincetti affirme avoir trouvé la lettre S dans son œil gauche et la lettre L dans son œil droit, ce qui, selon lui, pourrait mener à une nouvelle identité pour le modèle. On pense généralement que Mona Lisa s'inspire de Lisa Gherardini, l'épouse d'un important marchand de tissus. Cependant, Vincetti affirme que le S pourrait faire référence à une femme puissante de la dynastie Sforza, qui régnait sur Milan, où Léonard a passé du temps. Quant au L, il ferait référence à Léonard lui-même.
Pourquoi? Vincetti ne le précise pas vraiment. Il n'a en fait jamais étudié le tableau en personne, seulement ses scans. Je suis donc pas convaincu. Ce que je trouve mystérieux, c'est pourquoi tant de personnes continuent de se disputer pour savoir qui est la vraie Mona. C'est qu'un tableau, passez à autre chose les gars. Psst, vous voulez connaître un secret moins bien gardé? La qualité de mes vidéos YouTube. Alors n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et s'abonner pour rester informé de toutes mes œuvres d'art. Parfait? Ok, revenons-en à la vidéo. Lecture silencieuse. Vous savez que je viens de dire que les artistes repeignaient tout le temps leurs toiles? Eh bien, parfois d'autres personnes les repeignent et nous n'avons aucune idée. Prenez par exemple la jeune fille à la perle du maître hollandais Johannes Vermeer. Dans ce tableau, cette jeune fille est... enfin, elle est... Écoutez, le titre dit tout, ou peut-être pas. Ce tableau a toujours eu quelque chose de mystérieux, comme si la jeune fille cachait quelque chose. Eh bien, il s'avère que c'était le cas. Après avoir été restauré en 2021, ceci a été révélé. C'est un sacré secret. Vermeer avait initialement peint un grand tableau encadré représentant Cupidon, le dieu romain de l'amour, derrière la jeune fille lisant sa lettre. Mais des tests ont révélé que quelqu'un l'avait recouvert plusieurs décennies après la mort de Vermeer, et nous n'avons aucune idée de la raison ni de l'identité de cette personne. C'est très étrange. Cependant, la présence du dieu de l'amour suggère qu'elle est en train de lire une lettre d'amour. C'est donc pour cela qu'elle semble si mystérieuse. L'œuvre de Vermeer a été entièrement restaurée pour retrouver l'aspect qu'il avait voulu lui donner. Mais des questions subsistent. Qui aurait pu recouvrir le vieux Cupidon et pourquoi? Qu'en pensez-vous? Faites-moi part de vos théories dans les commentaires ci-dessous. Holbein ou pas Holbein? Allez, assez parlé de la dissimulation de tableaux célèbres. Que dire lorsque le mystère est caché à la vue de tous? Voici Les Ambassadeurs, une œuvre du peintre germano-suisse du XVIe siècle Hans Holbein le Jeune. On y voit deux diplomates debout devant une table couverte de bibelots, de livres et d'autres objets de valeur. Cependant, ce ne sont ni ces hommes ni leurs objets luxueux qui attirent notre attention. C'est plutôt cette forme étrange et déformée au bas du tableau. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, en réalité, il s'agit d'un crâne qui est assez effrayant. Holbein l'a peint en utilisant une technique appelée anamorphose. Lorsque vous regardez un tableau, vous vous tenez généralement juste devant, n'est-ce pas? Ainsi, tout est présenté sur une surface plane en 2D. Mais l'anamorphose crée des images destinées à être vues sous d'autres angles. Si vous regardez Les Ambassadeurs depuis l'un des côtés du tableau, le crâne devient visible. Certains pensent que ce tableau était destiné à être accroché dans une cage d'escalier ou à côté d'une porte, afin que tout passant puisse apercevoir le crâne effrayant dans toute sa splendeur. D'autres pensent que Holbein voulait simplement montrer son talent de peintre. Quelle que soit la vérité, c'est vraiment étrange. Pourquoi un crâne? Pourquoi pas quelque chose de plus agréable, comme un chaton par exemple? Eh bien, au début de la Renaissance, les crânes étaient couramment utilisés comme memento mori, pour rappeler que la mort était inévitable pour tous. Ces individus seraient très amusants lors d'une fête. Pas du tout. La persistance de la mémoire. Bon, il faut que quelqu'un le dise, la plupart des artistes sont excentriques, et peu sont aussi excentriques que Salvador Dali. Ce surréaliste espagnol du XXe siècle était connu pour sa moustache pointue emblématique et pour emmener son fourmilier dans le métro parisien. Vous ne serez donc pas surpris d'apprendre que ses peintures étaient tout aussi étranges que lui. Vous avez peut-être déjà vu son œuvre la plus célèbre, La persistance de la mémoire. Elle représente l'image emblématique de Dali, des horloges qui fondent. Les critiques se sont souvent interrogés sur les raisons qui ont poussé Dali à peindre des horloges de cette manière. S'agit-il d'une métaphore du temps, d'un symbole inconscient de nos expériences relatives qui évoluent dans la vie par rapport à un ordre cosmique fixe? Non. Dali a eu cette idée après avoir dégusté un camembert particulièrement savoureux. Attendez, vous voulez dire que l'une des images les plus reconnaissables de l'histoire de l'art moderne n'est rien d'autre que le déjeuner de quelqu'un? À peu près. Bon sang, ce fromage devait être vraiment excellent. Malgré toutes les interprétations hautaines de l'imagerie surréaliste, Dali a misé sur le produit laitier, le qualifiant simplement de camembert tendre, extravagant et solitaire, paranoïaque et critique du temps et de l'espace. Bien sûr. Quelle bouche pleine, jeu de mots intentionnel, ok. En tant qu'Américain fier de son pays, je me suis senti inspiré pour peindre le fromage de ma nation. Je vous présente l'endurance de Kraft Cheese Whiz. Voilà ce que c'est le grand art. Peter Painter, peindre un excrément. L'avantage de l'art, c'est que l'on peut représenter tout ce que l'on souhaite. La seule limite, c'est l'imagination. C'est ce que Peter Bruegel l'Ancien, l'artiste le plus important de la Renaissance néerlandaise, a pris au pied de la lettre. On se souvient surtout de lui pour ses magnifiques paysages et ses scènes de la vie paysanne, connues sous le nom de peinture de genre. Cependant, certains analystes à l'œil averti ont remarqué un sujet peu conventionnel qui se glisse dans nombre de ses peintures. Voici l'une de ses œuvres les plus célèbres, la Tour de Babel. Voyez si vous pouvez repérer. Attendez un instant, que fait cet homme? Est-il en train de faire ses besoins sur la plage? C'est dégoûtant. Ça se produit à plusieurs reprises dans l'œuvre de Bruegel. Jouez un jeu. Je vous montre un tableau de Bruegel et vous essayez de trouver le personnage en train de poser sa pêche. On appellera Wewal Doudou. Voici la pie sur la potence. Je vous laisse une seconde.
Trouvé. Bon, allons faire un dernier tour. Voici un autre tableau célèbre de Bruegel intitulé Proverbe néerlandais. Regardez bien. En voilà 2. Et 2 Q. Ça veut dire 2 fois plus de points. Faites-moi savoir votre score dans les commentaires. À présent, vous vous demandez probablement ce qui a inspiré la période brune de Peter. Eh bien, Bruegel considérait son art comme un reflet de la vie paysanne néerlandaise. Certes, cela pouvait paraître vulgaire et grossier, mais c'était honnête. Malheureusement, Wewald Doudou n'était pas très populaire des classes supérieures de la société néerlandaise, qui achetaient les tableaux de Bruegel. Il cherchait à évoluer vers une société plus sophistiquée et les conversations sur les toilettes étaient donc tabous. Bruegel a donc dû faire preuve de créativité pour cacher les fesses. C'est hilarant, non? Quant à Wewald Doudou, l'univers cinématographique des excréments arrive très bientôt dans les salles. Note sur les fesses. Bon, ça suffit pour les discussions sur les culs dans cette vidéo. Passons à des sujets plus intellectuels. Hieronymus Bosch était un peintre néerlandais connu pour ses peintures fantastiques et cauchemardesques sur des thèmes religieux. Son œuvre la plus célèbre, Le Jardin des Délices, peinte entre 1490 et 1510, est truffée de références étranges à la vie et à l'au-delà. Le panneau de gauche montre Dieu donnant Ève et Adam. Le panneau central représente les péchés charnels de l'humanité. Et le panneau de droite détaille les humains punis en enfer avec... Attendez une minute. Était-ce encore un derrière ? Bon sang, ces types ne pouvaient pas laisser les fesses tranquilles. Les fesses de Hieronymus appartiennent à un personnage allongé sur le ventre, coincé sous un instrument de musique géant appelé luth. Et sur ses parties intimes, quelqu'un a imprimé des notes de musique. Passer l'éternité comme pupitre du diable, ça ne me dit rien qui vaille. Vous voulez entendre à quoi ça ressemble ? Écoutez ça. Bon, j'ai entendu pire, mais je ne suis pas un grand fan de la musique de luth. Et il s'avère que Bosch non plus. C'était sa petite blague. Le pire sort qu'un humain puisse subir serait d'être condamné à écouter ça pour l'éternité. Manifestement, il n'est jamais venu à mon récital de violon du CE1. Tout le monde a pleuré, et pas de joie. Quelque chose dans le sable. Ah, j'apprécie les plages, à condition que Bruegel n'y ait pas laissé un petit château de sable brun, bien sûr. L'une de mes peintures préférées représentant le bord de mer est celle de Hendrik van Antonissen, intitulée Scheveningen Sands, et datant de 1641. Je peux sentir l'air marin rien qu'en la regardant. Cependant, quelque chose m'a toujours intrigué. Pourquoi toutes ces personnes sont-elles rassemblées autour de rien du tout ? Que regardent-ils ? J'ai toujours pensé que cela devait être quelque chose qui n'était pas visible. Cependant, lorsque le tableau a été restauré en 2014 et que la conservatrice Shang Kwang a commencé à retirer les couches de vernis anciens, elle a découvert un homme flottant au-dessus de l'océan. Alors que Kwang continuait à retirer délicatement les couches, elle s'est rendue compte qu'il ne flottait pas du tout, mais qu'il se tenait debout sur une baleine morte échouée sur la plage. C'est donc cela qui avait attiré la moitié du village, mais pourquoi les recouvrir ? À l'époque, les peintures étaient considérées comme de simples objets décoratifs. Si le propriétaire n'aimait pas une partie de l'œuvre, il demandait à un autre artiste de la modifier. Ce qui est probablement ce qu'il s'est passé ici. Qui sait ? Des milliers de nos peintures préférées ont peut-être été modifiées à notre insu. Ne faites confiance à personne. Salutations à mon X. Il est difficile d'imaginer aujourd'hui qu'un tableau puisse provoquer une telle agitation. Cependant, il y a un peu plus de 100 ans, l'artiste américain John Singer Sargent a réalisé un tableau si controversé qu'il a dû fuir le pays. Oh maman, préparez-vous, je vais vous montrer toutes les choses inappropriées auxquelles Sargent s'en donnait. Prêt ? C'est parti. 3, 2, 1... C'est tout ? C'est qu'une femme en robe. N'oubliez pas que dans notre monde post-WAP, plus rien ne nous choque vraiment. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Voici Madame X telle qu'elle a été dévoilée à Paris en 1884. Le tableau a été presque unanimement critiqué. Le décolleté de la robe dévoilait un peu trop de peau pour le public de l'époque, et la bretelle droite qui tombait de manière séduisante sur son bras n'arrangeait rien. Bien que Sargent ait pris des mesures pour prélever l'anonymat de son modèle, celle-ci a immédiatement été reconnue comme étant la mondaine parisienne Virginie Gautreau, et sa famille a perdu son sang-froid. Ils ont exigé que Sargent repeigne la bretelle sur son épaule, ce qu'il a fait, mais le mal était déjà fait. Tout le monde à Paris refusait de travailler à nouveau avec Sargent, et il s'enfuit donc à Londres pour commencer une nouvelle vie. Mais la perte de Paris fut un gain pour le monde de l'art. Sargent devint l'un des artistes les plus influents de son époque. C'est le karma pour avoir été aussi prude. Madone avec OVNI. En 1947, le pilote américain Kenneth Arnold survolait le mont Rainier lorsqu'il aperçut 9 objets volants non identifiés. Cet événement est généralement considéré comme la première observation d'OVNI de l'ère moderne. Mais qu'en est-il avant l'ère moderne ?
En effet, lorsque j'ai observé le tableau Madone à l'enfant avec Saint Jean-Baptiste, réalisé par un artiste inconnu à la fin du XVe siècle, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer quelque chose qui semblait venir d'un autre monde. Et je ne fais pas référence à ce bébé particulièrement musclé. Au-dessus de l'épaule de Marie, on aperçoit un objet qui a attiré l'attention de nombreux ufologues. D'accord, il ne ressemble pas tout à fait à cela, mais il n'en est pas loin non plus, et il a également suscité l'intérêt de cet homme et de son chien dans le tableau. Alors, qu'est-ce que c'est? Cela prouve-t-il l'existence d'extraterrestres à l'époque de Jésus? Malheureusement, non. Selon l'évangile de Saint Luc, un ange du Seigneur a rendu visite aux bergers pour leur annoncer la naissance de Jésus. Parfois, les artistes représentaient cet ange sous la forme d'un nuage de lumière, ce qui est le cas ici. En réalité, de nombreux tableaux représentant la nativité comportent d'étranges objets flottants. Mauvaise nouvelle pour tous les adeptes des ovnis, mais bonne nouvelle pour Kenneth, il semble qu'il conserve son titre de pionnier dans la détection d'extraterrestres. La nuit étoilée. Vous connaissez probablement Vincent van Gogh. Son geste de se couper l'oreille est presque aussi célèbre que ses tableaux. Mais dans La Nuit étoilée datant de 1889, la façon dont Van Gogh a capturé le ciel nocturne dans un flux de lumière stellaire apparemment pulsatoire a choqué à la fois le monde de l'art et la communauté scientifique. Vous voyez, ces éminents scientifiques ont estimé que la façon dont Van Gogh avait capturé le mouvement dans une image fixe leur rappelait ce qu'on appelle un écoulement turbulent. C'est un sujet assez complexe, alors suivez-moi bien. Si vous versez un liquide dans un autre liquide, tout semble se déplacer dans la même direction, du moins pendant quelques secondes. Cependant, peu de temps après, il se sépare et forme ses propres motifs apparemment de manière aléatoire. Seulement, ce n'est pas du tout aléatoire, ce mouvement est connu sous le nom de flux turbulent. À la base, il se produit parce que les particules du fluide commencent à se déplacer à des vitesses différentes au sein du fluide lui-même, créant des tourbillons qui dévient et des tourbillonnent dans le mélange. Tout comme les motifs que Van Gogh a peints dans le ciel. Vous me suivez toujours? Ok, c'est un sujet un peu complexe. Tellement complexe que les scientifiques n'ont commencé à faire des progrès dans ce domaine de l'écoulement turbulent que 60 ans après la réalisation de ce tableau. Même aujourd'hui, nous ne comprenons pas encore tout à fait. C'est l'un des grands mystères de la science. Quant à savoir comment Van Gogh a réussi à capturer l'un des concepts les plus difficiles de la nature, je suis désolé, mais je suis perplexe. Lui seul peut répondre à cette question. Peut-être savait-il quelque chose que nous ignorions. Faites-moi part de vos théories dans les commentaires ci-dessous. Boy Mason. Devinez qui vient de rejoindre une société secrète? Oui, ce monsieur. Il m'a suffi de transférer 2000 $ sur un compte bancaire au Nigeria, et voilà, je fais désormais partie des membres privilégiés. Beaucoup de mes héros historiques faisaient également partie de leur propre société secrète. Connaissez-vous Mozart? Observez ce portrait du jeune compositeur réalisé par Pietro Antonio Lorenzoni en 1763. Remarquez-vous quelque chose d'étrange? Eh bien, une main glissée dans la veste pourrait indiquer une allégeance aux francs-maçons. Il s'agit d'un ordre secret dont les membres communiquent entre eux à l'aide de signes et de poignées de main spéciales. Pourquoi tant de secrets? Eh bien, il comptait de nombreux membres haut placés parmi les élites sociales. Des personnalités telles que Benjamin Franklin, George Washington et Winston Churchill étaient tous membres de la loge maçonnique. Quant à savoir ce qu'ils faisaient réellement, tout cela est très confidentiel. Mozart était sans aucun doute membre de la confrérie, mais il n'y a adhéré qu'en 1784, soit 21 ans après la réalisation du portrait. Alors pourquoi Lorenzoni l'a-t-il représenté ainsi bien avant cela? Eh bien, de nombreux portraits du XVIIIe et du XIXe siècle représentaient des nobles avec des mains dans leurs vestes. C'est la réponse de l'époque des Lumières des Duckface. Cependant, cela me semble tout de même un peu trop fortuit que Mozart ait rejoint plus tard les francs-maçons. Mais grâce à la technologie moderne, on peut voir enfin ce qu'il faisait réellement de sa main. Est-ce que vous voulez le voir? Regardez attentivement. Je vous ai eu. Je n'arrive pas à croire que vous soyez tombé dans le piège le plus classique qui soit. Et Gonon. Ah, l'amour adolescent, c'est toujours le premier qui fait le plus mal. Heureusement, mon premier amour n'avait rien à voir avec le tableau de John Everett Millais, de 1852 à Huguenots. On y voit deux jeunes amoureux partager un moment tendre et doux. Adorable. Attendez un peu. Que fait-elle avec ses mains? Est-ce qu'elle est en train de le ligoter? Bon, que se passe-t-il ici? Eh bien, il s'avère qu'elle fait beaucoup de choses. En fait, le tissu qu'elle essaye de placer sur son bras sert à le sauver. Vous voyez, en 1572, date à laquelle se déroule le tableau, Paris était un endroit très différent. Les catholiques étaient pris dans une guerre religieuse sanglante avec les protestants, également connus sous le nom d'huguenots. Ainsi, lorsque de nombreux huguenots éminents se sont réunis à Paris pour le mariage de la sœur du roi, Marguerite, avec Henri III de Navarre, les catholiques ont vu là une occasion de prendre le dessus, de manière violente. Pour se distinguer et éviter l'attaque imminente, tous les catholiques des environs ont reçu l'ordre de porter un tissu blanc, comme celui du tableau. Ces amants maudits s'embrassent tandis qu'elle, catholique, tente de le sauver lui, huguenote, des horreurs qui les attendent. Mais il refuse le tissu, préférant honorer sa religion plutôt que sa vie. Ouais, je pensais qu'ils s'embrassaient simplement. Quelle histoire tragique.
et dire que j'ai peur d'aller parler à une jolie fille sans même me soucier des persécutions religieuses. La scène. Quelle était votre matière la moins préférée à l'école? La mienne, c'était les maths. Si Abraham a 5 pommes, tant mieux pour lui, qu'il les mange. Cependant, j'ai depuis compris l'importance réelle des mathématiques. Vous vous souvenez de Léonard de Vinci? Il appréciait les mathématiques à tel point qu'il les a intégrées dans ses peintures. Observez ceci. Il s'agit de la scène, qui représente le dernier repas de Jésus avec ses apôtres. Je sais ce que vous pensez, ce n'est pas des mathématiques, c'est Jésus. Mais laissez-moi vous expliquer l'ensemble du tableau peut être décomposé à l'aide de ce qu'on appelle la suite de Fibonacci. Il s'agit d'une chaîne de nombres où le nombre suivant dans la suite est obtenu en additionnant les 2 derniers nombres. Vous me suivez? En gardant ces nombres à l'esprit, si nous regardons à nouveau le tableau, nous pouvons voir une table, une figure centrale et 2 groupes de chaque côté de Jésus, dont la forme ressemble à un triangle, symbolisant la Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 2 murs latéraux, 3 fenêtres, les apôtres sont également regroupés par 3, ce qui avec Jésus fait 5 groupes, 8 panneaux latéraux, 13 personnages. Il y a d'autres exemples, mais vous comprenez mon propos, non? Sans les mathématiques, ce tableau ne serait pas aussi harmonieux à regarder. C'est fascinant. Si vous n'êtes toujours pas convaincu par l'argument « les mathématiques c'est fascinant », voici un autre élément qui pourrait vous intéresser. Regardez cette figure à l'apparence efféminée. Dans son livre « Le Da Vinci Code » publié en 2003, l'écrivain Dan Brown a émis l'hypothèse qu'il s'agissait de Marie-Madeleine, une proche collaboratrice de Jésus. Comme elle est assise aux côtés de Jésus, Brown pense qu'il y avait peut-être plus qu'une simple relation amicale entre les deux. Certaines personnes sont même allées jusqu'à dire que cette forme pourrait être leur enfant. Je ne vois pas, et la plupart des spécialistes non plus. Da Vinci peignait souvent ses hommes aux traits féminins. En fait, cette peinture et ce personnage représentent tous deux Saint Jean-Baptiste et non Marie-Madeleine. Selon les Écritures, Marie n'était même pas assise à table. Honnêtement, certaines personnes sont prêtes à propager n'importe quelle rumeur pour se faire connaître. Dernière commande. Bon, dernière commande. Nous arrivons presque à la fin de cette vidéo. Cependant, je ne pouvais pas conclure sans mentionner une dernière œuvre de Van Gogh. Il s'agit de Terrasse de café le soir, l'un des tableaux les plus célèbres de tous les temps. Seulement, je n'avais jamais vraiment compris ce qu'il s'y passait, du moins jusqu'à ce que je la regarde de plus près. Sur la terrasse éponyme, un serveur vêtu de blanc est entouré de 12 convives. Un personnage distinctif entouré de 12 autres, on a déjà vu cela quelque part, non? Oui, c'est encore la scène. L'un des convives tente même de s'échapper dans l'ombre, ce qui, selon certains chercheurs, représenterait Judas sur le point de trahir Jésus. Ou dans ce cas, pour ne pas payer son cappuccino. Quel sournois! Les œuvres tardives de Van Gogh regorgent de références religieuses subtiles comme celle-ci. Voici le Summer. Remarquez-vous quelque chose au sujet du soleil? Au coucher du soleil, il semble former un halo autour du personnage central. Dans ses lettres à son frère Théo, qui constitue la principale source d'informations sur la vie de Van Gogh, il affirmait avoir développé un besoin de religion dans sa vie tardive. Un besoin qui s'est clairement infiltré dans ses peintures. Ouais, ce type a plus de talent dans son petit doigt que moi dans tout mon corps. Sur cette note sombre, on arrive à la fin de la vidéo. Laquelle de ces mystérieuses œuvres d'art avez-vous préférée? Pourquoi ne pas me laisser un commentaire dans la description? Allez, je vous dis bye. Ça veut dire ciao en anglais. Et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.